Nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par les opinions que nous en avons. Ces mots de Sénèque, écrits il y a 2000 ans, portent un secret qui pourrait faire la différence entre mourir avec des rêves non réalisés et vivre l'abondance que vous avez toujours senti possible. Quelque chose d'invisible vous retient en ce moment même. Ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas le gouvernement, votre patron, l'économie. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et, par conséquent, beaucoup plus dangereux. Ce sont les chaînes que vous avez forgées dans votre propre esprit sans vous en rendre compte. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation en regardant quelqu'un de prospère et en pensant « ça doit être de la chance » ou « il a probablement hérité ». Vous êtes-vous déjà surpris à dire « ce n'est pas pour moi » avant même d'avoir essayé ? Avez-vous déjà saboté quelque chose de bien qui se passait sans comprendre pourquoi? Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont les symptômes d'une programmation mentale qui draine votre capacité à attirer la richesse. Et aujourd'hui, dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce qui vous limite et, plus important encore, comment libérer votre esprit pour enfin vous syntoniser sur la fréquence de l'abondance que l'univers a à votre disposition. Voici la vérité qui dérange et que la plupart ne vous diront jamais. On vous a appris à courir après l'argent de la mauvaise manière. Travailler plus dur, faire plus de sacrifices, attendre votre tour. Mais B.J. Napoleon Hill, après avoir étudié 500 millionnaires pendant plus de 20 ans, a découvert quelque chose de révolutionnaire. La richesse ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Cela commence par la libération de votre esprit des croyances héritées, des schémas de sabotage et des vibrations de manque que vous ignoriez porter. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément. Et quand je dis profondément, je parle du genre de sagesse que Marc Aurèle utilisait pour gouverner un empire tout en maintenant une paix intérieure absolue. Nous allons explorer non pas des théories creuses, mais des stratégies pratiques, des exercices applicables dès aujourd'hui, des idées qui vous feront marquer une pause et penser « pourquoi personne ne m'a dit cela avant ?» Et à la fin, si vous appliquez ne serait-ce qu'une fraction de ce que nous allons partager, votre relation avec l'argent, le succès et l'abondance ne sera plus jamais la même. Avant de commencer, faites une chose pour moi. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez un seul mot, un seul, qui décrit ce que vous désirez le plus attirer dans votre vie maintenant. Cela peut être liberté, paix, prospérité, courage, ce qui est vrai pour vous. Ce simple acte de déclaration commence déjà à changer votre vibration. Et si ce contenu résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car nous construisons une communauté de personnes qui ont choisi consciemment de sortir de la mentalité de manque pour entrer dans la fréquence de l'abondance. Aimez cette vidéo pour que plus de gens trouvent cette sagesse. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Maintenant, respirez profondément. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être inconfortable, car la vérité l'est toujours. Mais de l'autre côté de cet inconfort se trouve la liberté que vous avez toujours su possible. Commençons. Il se passe quelque chose de silencieux en vous en ce moment même, quelque chose que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez, une force invisible qui murmure « ce n'est pas pour toi », chaque fois qu'une opportunité frappe à votre porte. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans ses bulles méditations que notre vie est ce que nos pensées en font. Mais que se passe-t-il lorsque ces pensées ne sont pas réellement les vôtres, lorsque vous avez hérité des croyances de personnes qui n'ont jamais vécu la vie que vous désirez? Pensez à ce moment où vous avez failli dire oui à quelque chose de grand, mais où vous avez senti une oppression dans la poitrine, une voix intérieure qui vous a retenu. Ce n'était pas la peur de l'inconnu, c'était le poids des chaînes que vous ignoriez porter. Des chaînes forgées par des générations, façonnées par des phrases que vous avez entendues dans l'enfance, sculptées par des expériences que votre esprit a gardées comme des vérités absolues.
Et le plus fascinant dans tout cela, vous croyez choisir librement alors qu'en réalité, vous répétez un scénario écrit par d'autres. La richesse que vous recherchez, l'abondance qui semble toujours vous échapper entre les doigts, n'est peut-être pas loin de vous. Elle est peut-être bloquée par des barrières qui n'existent que dans l'architecture invisible de votre esprit. Soyons directs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer les opportunités sans effort, tandis que d'autres luttent sans relâche et restent au même endroit? La réponse n'est pas que l'univers est injuste. Elle se trouve dans les fréquences mentales, que vous émettez sans vous en rendre compte. Imaginez votre esprit comme une vieille radio. S'il est syntonisé sur la station du manque, vous ne capterez que des nouvelles de pénurie, des histoires de limitation, des mélodies de « ce n'est pas possible ». Napoleon Hill, dans « Réfléchissez et devenez riche », a révélé quelque chose de révolutionnaire. La pauvreté comme la richesse sont filles de la pensée. Cela signifie que vous n'êtes pas victime des circonstances extérieures. Vous en êtes le co-créateur à travers les croyances que vous alimentez quotidiennement. Cette phrase que votre père répétait, « L'argent ne pousse pas dans les arbres ». Cette sensation que votre mère transmettait en parlant des factures, une anxiété, une tension. Vous avez absorbé tout cela comme une éponge. Et maintenant, même adulte, même conscient, ces programmations tournent en arrière-plan, sabotant vos décisions financières. Vous savez, cet investissement que vous n'avez pas fait parce que c'était trop risqué, ou cette augmentation que vous n'avez pas demandée parce que vous ne la méritiez pas encore. Ce n'étaient pas des décisions rationnelles, c'étaient des croyances limitantes déguisées en prudence. Mais il y a une beauté dans tout cela, une espérance cachée dans cette découverte douloureuse. Si les chaînes sont invisibles, cela signifie qu'elles sont aussi illusoires. Elles n'ont de pouvoir que parce que vous ne les voyez pas. C'est comme regarder un film d'horreur, effrayant quand vous oubliez que c'est de la fiction, inoffensif au moment où vous réalisez que ce n'est que de la lumière projetée sur un écran. Sénèque, un autre maître stoïcien, nous a avertis « Nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par les opinions que nous en avons. » Traduisez cela pour votre vie financière maintenant. Cette dette vous effraie plus par l'histoire que vous vous racontez à son sujet que par sa valeur réelle. Ce patron vous intimide plus par le pouvoir que vous lui attribuez mentalement que par le contrôle réel qu'il a sur vous. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose de radical. Vous pouvez être prisonnier dans un corps, dans une ville, dans un emploi, mais votre esprit est le seul territoire où vous êtes souverain absolu. Et c'est exactement pourquoi les chaînes mentales sont si dangereuses. Elles vous font oublier que vous avez la clé. Billy Graham disait que la plus grande prison dans laquelle vivent les gens est la peur de ce que les autres pensent. Combien de fois avez-vous renoncé à agir par peur du jugement? Combien de richesses avez-vous rejetées parce que « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Maintenant, examinons quelque chose de pratique. Quelque chose que vous pouvez tester aujourd'hui même. Observez vos pensées automatiques lorsque le sujet est l'argent. Ne jugez pas, observez simplement, comme un scientifique curieux étudiant un phénomène. Lorsque vous voyez quelqu'un de réussi, quelle est votre première pensée? Il a dû avoir de la chance, il a probablement tout hérité, il a sûrement fait quelque chose de mal pour en arriver là. Ces pensées ne sont pas neutres, elles sont révélatrices. Chacune d'elles est une chaîne spécifique qui vous retient. Si vous croyez que la richesse vient de la chance, vous ne construirez jamais la discipline nécessaire pour la conquérir. Si vous croyez qu'elle vient de l'héritage, vous vous sentirez condamné par votre origine. Si vous croyez qu'elle vient de la malhonnêteté, vous saboterez inconsciemment vos propres réussites financières par peur de devenir une mauvaise personne. Marc Aurèle pratiquait un exercice quotidien. Au réveil, il repassait mentalement ses valeurs et ses principes avant d'affronter le monde. Vous pouvez adapter cela. Avant de dormir, écrivez 3 croyances sur l'argent que vous avez remarqué opérer en vous aujourd'hui. Écrivez-les simplement, sans corriger.
Le lendemain, à côté de chacune, écrivez. Est-ce une vérité absolue ou juste une opinion héritée? Ce simple acte de nommer la chaîne commence déjà à l'affaiblir. Ce qui est dans l'obscurité a du pouvoir. Ce que vous éclairez avec la conscience commence à se dissoudre. Et voici l'invitation que peu font, mais qui peut tout changer. Êtes-vous prêt à remettre en question non seulement vos croyances sur l'argent, mais vos croyances sur qui vous êtes? Parce qu'au fond, la plus grande chaîne invisible n'est pas « je n'arrive pas à gagner plus », c'est « je ne suis pas le genre de personne qui mérite plus ». Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir et n'avez-vous vu que des limitations? Combien de fois avez-vous réduit votre identité à vos échecs passés? L'esprit humain a une particularité fascinante. Il cherche la cohérence. Si vous vous définissez comme quelqu'un qui lutte toujours financièrement, votre cerveau travaillera sans relâche pour prouver que vous avez raison. Il vous fera ignorer les opportunités, rejeter les idées prometteuses, saboter les négociations importantes, tout cela pour maintenir la cohérence de cette identité limitée. Épictète. Esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, a enseigné quelque chose de puissant. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre interprétation de ceux-ci. Il a vécu enchaîné physiquement, mais libre mentalement. Et vous? Vous vivez libre physiquement, mais enchaîné par des interprétations sur vous-même que vous n'avez jamais remises en question? La question qui reste suspendue dans l'air, attendant votre réponse honnête, est celle-ci. Quelle version de vous est prisonnière de l'autre côté de ces chaînes invisibles? Voici la vérité que personne ne vous a dite. Votre esprit n'est pas une prison permanente, c'est un jardin sauvage en attente d'un jardinier conscient. Chaque pensée que vous cultivez est une graine. Laissez-la pousser sans attention et vous aurez des mauvaises herbes qui étoufferont toute fleur d'abondance. Mais cultivez-la avec intention, avec la sagesse millénaire des stoïciens, et vous verrez germer une mentalité capable d'attirer des richesses qui semblaient impossibles auparavant. Napoleon Hill a passé plus de 20 ans à étudier les esprits les plus prospères de son époque, d'Andrew Carnegie à Henry Ford, et a découvert un schéma incontestable. Tous maîtrisaient l'art de diriger leurs pensées comme un chef d'orchestre. Ils n'attendaient pas que des pensées positives apparaissent magiquement. Ils les créaient délibérément, répétitivement, religieusement. Marc Aurèle a écrit « La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos pensées ». Mais allons au-delà de la belle citation. Qu'est-ce que cela signifie lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, préoccupé par les factures? Qu'est-ce que cela signifie lorsque vous regardez votre compte bancaire et que vous sentez cette oppression familière dans l'estomac? Cela signifie qu'à cet instant précis, vous avez un choix: alimenter la pensée de manque ou la remplacer consciemment par une vérité plus large. Et oui, au début, cela semble artificiel, forcé, voire mensonger. Mais voici le secret qui transforme tout. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience réelle et une expérience vividement imaginée. Ce n'est pas du mysticisme bon marché, c'est de la neuroscience prouvée. Lorsque les athlètes olympiques visualisent leur performance avec des détails sensoriels, le poids de la barre, le son de la foule, la sensation des muscles qui se contractent, leur cerveau active les mêmes régions neurales que celles qui s'activeraient pendant l'action réelle. Ils s'entraînent littéralement sans bouger un muscle. Maintenant, appliquez cela à votre réalité financière. Lorsque vous passez 10 minutes chaque matin à vous visualiser comme quelqu'un qui prend des décisions financières sages, qui attire les opportunités, qui négocie avec confiance, vous n'êtes pas juste en train de penser positif. Vous êtes en train de reconfigurer des circuits neuraux. Vous créez de nouveaux chemins synaptiques là où il n'y avait auparavant que les vieilles pistes de la limitation. Billy Graham disait « Notre foi se renforce lorsque nous l'exerçons ». Il en va de même pour votre mentalité d'abondance. Chaque fois que vous choisissez consciemment de penser comme quelqu'un de prospère penserait, vous renforcez ce muscle mental.
Chaque fois que vous vous surprenez à penser au manque et que vous le redirigez consciemment, vous faites une flexion mentale qui construit une force réelle. Mais voici où la plupart échouent, et peut-être que vous échouez aussi sans le savoir. Vous essayez de changer de pensée tout en maintenant les mêmes conversations, les mêmes environnements, les mêmes influences. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Tout ce que vous y mettez s'échappe par les trous que vous n'avez pas corrigés. Sénèque a observé quelque chose de crucial. Associez-vous à ceux qui vous amélioreront. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie mentale. Si vous passez la journée à écouter des gens se plaindre d'argent, parler de crise, partager des histoires d'échecs, votre cerveau absorbe cela comme une information valide sur la façon dont le monde fonctionne. Vous pouvez faire 1000 affirmations positives le matin, mais si vous passez 8 heures dans un environnement mentalement toxique, les affirmations perdent la bataille. La reprogrammation mentale exige une curation minutieuse de ce que vous consommez. Ce podcast que vous écoutez dans les transports, alimente-t-il une mentalité de croissance ou une mentalité de victime? Ce groupe d'amis avec qui vous déjeunez, parlez-vous de possibilités ou d'impossibilités? Je ne suggère pas que vous abandonniez les gens qui sont en difficulté. Je dis que vous devez faire preuve de discernement. Compassion, oui, mais contamination mentale, non. Napoleon Hill était radical à ce sujet. Il avait un conseil de mentors invisibles, des figures historiques qu'il étudiait si profondément qu'il pouvait imaginer leurs conseils. Vous pouvez trouver cela étrange, mais cela fonctionne. Lorsque vous faites face à une décision financière difficile, au lieu de demander « qu'est-ce que mon père ferait ?», ce qui pourrait vous ramener aux anciens schémas, demandez « qu'est-ce que Marc Aurèle ferait ?» ou « comment Napoléon Hill penserait-il à ce sujet ?» Vous reprogrammez littéralement vos références internes, et ce changement, aussi subtil qu'il puisse paraître, altère complètement vos choix au fil du temps. Mais passons à l'aspect le plus profond, celui qui sépare la transformation superficielle de la transformation fondamentale. Vous devez reprogrammer non seulement vos pensées conscientes, mais aussi les croyances qui opèrent dans le subconscient. C'est là que le auto-suggestion entre en jeu comme un outil chirurgical. Chaque soir, avant de dormir, lorsque votre cerveau est dans cet état limite entre l'éveil et le sommeil, le moment où le subconscient est le plus réceptif, vous devez planter des graines spécifiques. Pas des phrases génériques du type « je suis riche ». C'est trop faible pour pénétrer les couches profondes du conditionnement. Au lieu de cela, des phrases qui parlent directement à vos résistances spécifiques. Si votre croyance limitante est « le gens de mon origine ne deviennent pas riches », votre autosuggestion devrait être quelque chose comme « mon origine m'a donné une résilience et une créativité que les personnes privilégiées n'ont jamais eu besoin de développer et ce sont mes plus grands avantages dans la construction de la richesse. » Sentez-vous la différence? Une phrase générique glisse à la surface. Une phrase spécifique pénètre exactement là où se trouve la blessure, là où la chaîne était attachée. Épictète nous a rappelé « Il est impossible pour quelqu'un d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. » Traduction. Si vous croyez connaître vos limites, vous ne vous demanderez pas si ces limites sont réelles ou imaginaires. L'autosuggestion bien faite ne consiste pas à se convaincre de mensonges. Elle consiste à remettre en question si les vérités que vous croyez sont réellement des vérités ou juste des histoires héritées que vous n'avez jamais pris la peine d'examiner. Et voici le test final, le moment de vérité, qui révèle si vous êtes vraiment en train de reprogrammer ou juste de faire semblant. Observez vos actions. Les pensées transformées produisent des actions différentes. Si vous faites les mêmes affirmations depuis des mois, mais que vous évitez toujours les conversations sur l'argent, que vous reportez toujours les décisions d'investissement, que vous vous sentez toujours petit quand quelqu'un de réussi entre dans la pièce,
Alors votre subconscient n'a pas été reprogrammé, seul votre discours conscient a changé. Et le subconscient gagne toujours cette bataille, car il opère en pilotage automatique. La clé réside dans la répétition consciente, jusqu'à ce que le nouveau schéma devienne automatique. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations pour publier un livre. Il les a écrites comme des exercices quotidiens de reprogrammation de son propre esprit, des rappels constants des principes qu'il voulait incarner. Vous devez faire de même. Créez votre propre manuel de reprogrammation. Écrivez les vérités que vous voulez intégrer. Lisez-les à voix haute tous les jours. Cela semble trop simple pour fonctionner? Parfait. La simplicité fait peur, car elle n'offre pas d'excuses. Vous ne pouvez pas dire « c'est trop compliqué » quand la solution tient sur une page. Alors la vraie question est, êtes-vous prêt à faire ce qui est simple mais pas facile? Êtes-vous prêt à confronter la voix qui dit « cela ne marchera pas avec moi » et à répondre par une action quotidienne cohérente? Car de l'autre côté de cette discipline silencieuse se trouve un esprit reprogrammé pour la prospérité, attendant de vous rencontrer. Il existe une force invisible qui déplace les montagnes sans les toucher, qui transforme les réalités sans manipuler la matière, qui construit des empires avant même de poser la première pierre. Les anciens l'appelaient la foi. Les sceptiques l'appellent l'illusion. Napoleon Hill, après des décennies d'enquête, l'a appelé l'élément chimique qui, mélangé à la prière, donne un accès direct à l'intelligence infinie. Mais traduisons cela au-delà du mysticisme et comprenons la mécanique réelle derrière cette force. La foi, dans le contexte de la prospérité, n'est pas de croire aux miracles tombant du ciel pendant que vous attendez assis. C'est la certitude inébranlable que vous possédez la capacité interne de créer ce que vous visualisez, même lorsque toutes les preuves externes crient le contraire. C'est cette conviction silencieuse qui pousse un entrepreneur à investir son dernier sou dans un projet qui n'existe que dans son imagination, qui pousse quelqu'un à quitter un emploi stable pour poursuivre une vision que personne d'autre ne voit, qui soutient une personne à travers 10 échecs parce qu'elle voit le 11e succès avec une telle clarté que c'est comme s'il était déjà arrivé. Billy Graham disait « La foi voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible ». Mais voici ce qu'il n'a pas dit explicitement. La foi sans action est une fantaisie, et la foi sans autosuggestion cohérente est un château construit sur du sable mouvant. Le autosuggestion est le véhicule par lequel vous transportez des commandes à votre subconscient. Considérez-la comme le langage de programmation de votre esprit. Votre subconscient ne comprend pas la logique, ne répond pas aux arguments rationnels, n'est pas impressionné par les statistiques. Il répond à la répétition émotionnelle, aux images vives, aux déclarations faites avec conviction. Napoleon Hill a découvert quelque chose de révolutionnaire. Lorsque vous répétez une déclaration avec une émotion intense, vous êtes littéralement en train de graver cette déclaration dans les couches profondes de la conscience, là où les décisions automatiques sont prises. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle, c'est de l'ingénierie psychologique stratégique. Lorsque vous vous réveillez et dites « j'attire l'abondance naturellement », mais que vous le dites sans sentir, sans visualiser, sans impliquer votre corps et vos émotions, vous ne faites que déplacer de l'air. Le subconscient l'ignore. Mais lorsque vous fermez les yeux, respirez profondément, sentez la gratitude anticipée pour la richesse que vous êtes en train de construire, visualisez l'argent circulant dans de multiples directions vers vous, et que vous déclarez ensuite de tout votre être. Mon esprit est un aimant pour les opportunités lucratives. Quelque chose change chimiquement dans votre cerveau. Des neurotransmetteurs sont libérés. Des réseaux neuronaux se renforcent. Et le plus important, votre système d'activation réticulaire, ce filtre inconscient qui décide ce que vous remarquez et ce que vous ignorez dans le monde autour de vous, se recalibre pour voir exactement ce que vous avez programmé. Soudain,
Vous commencez à remarquer des opportunités qui ont toujours été là, mais qui étaient invisibles à votre ancienne programmation. Marc Aurèle pratiquait quelque chose de similaire 2000 ans avant que Napoleon Hill ne formalise la technique. Chaque matin, il se préparait mentalement pour la journée en se répétant qui il voulait être et comment il voulait répondre aux défis. Il savait que l'empereur le plus puissant du monde était toujours esclave de ses propres pensées indisciplinées. Alors, il se disciplinait, consciemment, religieusement. Vous pensez peut-être « Mais j'ai déjà essayé les affirmations et cela n'a pas marché ». Laissez-moi deviner ce qui s'est passé. Vous l'avez fait pendant une semaine, peut-être 2. Vous n'avez pas vu de résultats immédiats. Vous vous êtes senti stupide de parler seul, et vous avez arrêté. Voici ce que vous devez comprendre. L'autosuggestion fonctionne au rythme de la nature, pas au rythme d'Internet. Un arbre ne pousse pas du jour au lendemain parce que vous l'arrosez une fois avec intensité. Il pousse parce que vous l'arrosez constamment, jour après jour, même lorsque vous ne voyez pas de changement visible. Pendant des semaines, il semble que rien ne se passe, mais sous la surface, les racines s'enfoncent, les structures se renforcent. Soudain, un jour apparemment ordinaire, vous réalisez que l'arbre a doublé de taille. Avec l'autosuggestion, c'est identique. Vous plantez les graines mentales aujourd'hui. Demain, il semble que rien n'a changé. La semaine prochaine, vous vous sentez toujours pareil. Mais à un moment donné, le mois prochain, vous prendrez une décision différente. Vous remarquerez une opportunité que vous auriez ignorée. Vous aurez le courage d'avoir une conversation que vous auriez évitée. Et vous ne réaliserez même pas que c'était l'autosuggestion qui opérait. Vous penserez que c'était de l'intuition, de la chance, du timing. Non, c'était la reprogrammation subconsciente qui manifestait enfin des résultats tangibles. Maintenant, parlons de la partie qui fait peur. La vraie foi exige que vous agissiez comme si le résultat souhaité était déjà réel avant d'en avoir la moindre preuve. Cela semble de la folie pour l'esprit rationnel. Comment vais-je investir si je n'ai pas d'argent ? Comment vais-je négocier comme quelqu'un de valeur si je me sens insignifiant ? Comment vais-je attirer l'abondance si mon compte est négatif ? Ce sont les mauvaises questions. La bonne question est « Qui dois-je être maintenant pour que la réalité que je désire devienne inévitable ?» Napoleon Hill raconte l'histoire de l'un des hommes qu'il a étudié qui, pendant la Grande Dépression, lorsque tout le monde perdait tout autour de lui, continuait de s'habiller impeccablement, de marcher avec une posture de prospérité, de parler avec confiance de ses plans futurs. Les gens pensaient qu'il était fou ou arrogant. Il n'était ni l'un ni l'autre. Il utilisait l'autosuggestion à travers l'action physique. Il disait à son subconscient, par chaque geste, chaque mot, chaque choix, « Je suis une personne prospère confrontée à un défi temporaire, pas une personne pauvre définie par les circonstances. » 5 ans plus tard, il avait construit un empire pendant que ceux qui se moquaient de lui pleuraient toujours la crise. La différence, il avait une foi active. Ils avaient une espérance passive. L'espérance dit « j'espère que ça ira mieux ». La foi dit « ça va déjà mieux et je suis l'instrument de cette amélioration ». Mais voici le test final de votre foi, le moment qui sépare les curieux des engagés. Même pouvez-vous maintenir votre auto-suggestion positive, même lorsque la vie vous donne des preuves contraires? Lorsque le compte ne s'équilibre pas, lorsque le client vous rejette, lorsque le projet échoue, pouvez-vous regarder le chaos et quand même murmurer à votre subconscient « c'est temporaire, ma trajectoire est ascendante ». Épictète, qui a vécu comme esclave avant de devenir philosophe libre, a enseigné « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu vivras en paix. » Mais il ne prônait pas le conformisme. Il enseignait quelque chose de plus subtil. Séparez ce que vous contrôlez de ce que vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas si cette affaire va se conclure demain, mais vous contrôlez absolument la narration
que vous vous racontez à propos de cet événement. Vous pouvez l'interpréter comme « Vous voyez, je savais que ça ne marcherait pas, ça ne marche jamais avec moi », ou comme « Intéressant, l'univers me dirige vers quelque chose de mieux, je vais ajuster mon approche et continuer d'avancer ». Même situation, deux autosuggestions radicalement différentes, deux avenirs complètement opposés. La foi combinée à l'autosuggestion vous donne ce super pouvoir. Transformer chaque échec en un pas, chaque rejet en une redirection, chaque crise en une opportunité déguisée. Et lorsque vous maîtrisez cela, lorsque vous intégrez réellement cette alchimie mentale, vous devenez imparable. Non pas parce que vous évitez les obstacles, mais parce qu'aucun obstacle ne parvient plus à vous reprogrammer à nouveau dans la mentalité de manque. Alors, la question qui résonne maintenant est: quelle autosuggestion allez-vous choisir de planter aujourd'hui, sachant qu'elle germe silencieusement dans le jardin de votre subconscient? Vous connaissez cette étrange sensation lorsque les choses commencent à s'améliorer et que, soudain, sans raison apparente, vous faites quelque chose qui détruit le progrès. Ce n'était pas un accident, c'était votre moi, le plus profond, terrorisé par le succès, tirant le frein d'urgence. Le petit auto-sabotage est le gardien invisible de vos zones de confort, et il est beaucoup plus sophistiqué que vous ne l'imaginez. Il n'apparaît pas en annonçant « Bonjour, je suis venu détruire vos rêves aujourd'hui ». Il se déguise en prudence, en fatigue justifiable, en « juste cette fois ». Il murmure une logique parfaite « Tu mérites ce repos, tu as tellement travaillé ». Et alors vous reportez cet appel crucial. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour investir là-dedans. Et vous laissez l'opportunité passer. Tu n'as rien à prouver à personne. Et vous acceptez moins que ce que vous valez. Marc Aurèle a observé « Notre vie est façonnée par les pensées que nous entretenons habituellement ». Mais ce qu'il n'a pas dit explicitement, c'est qu'il existe un niveau en dessous des pensées, les comportements automatiques que nous exécutons sans réfléchir, comme des programmes tournant en arrière-plan. Ces comportements drainent silencieusement votre énergie, volent votre temps par petites doses imperceptibles, saignent votre argent à travers 1000 micro-fuites que vous n'avez jamais suivies. Et le plus effrayant, vous défendez ces comportements. Vous créez des narrations élaborées expliquant pourquoi vous devez faire exactement ce qui vous maintient prisonnier. Soyons brutalement honnêtes maintenant. Combien de fois vous êtes-vous surpris à faire des achats émotionnels, exactement au moment où votre entreprise commençait à prospérer? Combien de fois avez-vous cherché la dispute avec quelqu'un d'important, juste au moment où une collaboration prometteuse naissait? Combien de fois êtes-vous tombé malade, sincèrement malade, pas une simulation? La semaine précédant une présentation importante ou une négociation décisive. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre système nerveux qui panique parce que vous êtes sur le point de sortir de l'identité familière pour entrer en territoire inconnu. Napoleon Hill appelait cela la peur du succès. Mais en réalité, c'est quelque chose de plus profond. C'est la terreur de devenir quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Votre subconscient préfère la misère familière à la prospérité inconnue. Il préfère la douleur que vous savez déjà gérer à la joie que vous n'avez jamais appris à soutenir. Alors, il crée un sabotage déguisé en logique impeccable. Vous manquez l'échéance, non pas parce que vous êtes incompétent, mais parce qu'une partie de vous croit que si vous livrez à temps et réussissez, vous devrez maintenir ce standard pour toujours. Et cela semble épuisant. Vous dépensez l'argent supplémentaire non pas parce que vous êtes irresponsable, mais parce qu'une partie de vous croit que le gens comme vous ne devrait pas avoir plus que ce qui est suffisant pour survivre. Billy Graham disait « Le plus grand ennemi que vous affronterez, c'est vous-même ». Il n'était pas poétique. Il décrivait une guerre réelle, menée en silence, entre qui vous avez été et qui vous pouvez devenir. Maintenant, observez un schéma encore plus insidieux, le sabotage par la distraction sophistiquée. Vous ne perdez pas votre temps avec des bêtises évidentes.
Vous êtes tous occupés tout le temps. Mais occupés à quoi? À des tâches qui vous font sentir productif, mais qui ne vous rapprochent pas de la richesse réelle. Répondre à des emails qui pourraient attendre tout en reportant cette stratégie de croissance. Organiser le bureau pour la 3e fois cette semaine, alors que vous devriez être en train de réseauter. Consommer encore un cours, lire encore un livre, regarder encore une conférence de motivation, tout cela semble être un investissement en soi. Mais c'est en réalité de la procrastination sophistiquée. C'est de l'auto-sabotage habillé de vêtements de développement personnel. Sénèque a averti « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. » Mais il parlait de quelque chose de plus profond que la paresse. Il parlait de la tendance humaine à remplir sa vie d'activités pour éviter la vulnérabilité de l'action qui compte vraiment. Parce que cet appel que vous évitez, il pourrait entraîner un rejet. Ce lancement que vous reportez, il pourrait échouer publiquement. Cet investissement que vous recherchez depuis des mois sans l'exécuter, il pourrait mal tourner. Alors vous vous maintenez éternellement dans la phase de préparation, vous sentant vertueux d'être en train de vous préparer, alors qu'en réalité, vous évitez simplement le risque d'essayer et d'échouer. Le cycle se boucle ainsi. Vous êtes trop occupé pour prendre des risques. Donc vous n'obtenez pas de résultats. Donc vous vous persuadez que vous devez vous préparer davantage. Donc vous devenez encore plus occupé. Et 5 ans passent sans progression financière réelle pendant que vous collectionnez des certificats, des cours et des connaissances que vous n'avez jamais appliquées. La rupture de ce cycle exige quelque chose de radical. Vous devez devenir le détective de vos propres schémas. Non plus un participant inconscient, mais un observateur conscient. Épictète, qui en savait plus sur la libération que la plupart. Après tout, il est passé d'esclave physique à homme libre mentalement et philosophiquement, à enseigner. D'abord, dis-toi qui tu veux être. Ensuite, fais ce qui est nécessaire. Cela semble simple, mais cela exige quelque chose de douloureux. Admettre que vous avez été complice de votre propre prison. Chaque fois que vous réalisez que vous êtes sur le point de saboter, il y a une fenêtre minuscule de conscience où le choix est encore possible. C'est ce moment avant d'ouvrir la bouche et de créer le conflit inutile. C'est 7 secondes avant de cliquer sur le site d'achat lorsque vous savez que vous devriez épargner. C'est cette respiration avant de dire « je ne peux pas », alors qu'en réalité vous voulez dire « j'ai peur ». Dans cette fraction de seconde réside votre liberté. Mais vous devez pratiquer d'être présent dans ces moments. Vous devez créer l'habitude de faire une pause. Un exercice pratique qui change tout. À la fin de chaque journée, écrivez 3 décisions que vous avez prises. À côté de chacune, demandez honnêtement. Cette décision m'a-t-elle rapproché ou éloigné de la prospérité? Ne jugez pas, observez simplement. Après une semaine, vous verrez des schémas émerger de l'ombre. Peut-être que chaque fois que vous êtes proche d'une percée financière, vous commencez à vous disputer avec vos proches. Peut-être que chaque fois que vous épargnez un montant significatif, une urgence surgit qui nécessite exactement ce montant. Peut-être que vous acceptez systématiquement moins dans les négociations, parce qu'une croyance vous murmure que demander plus est de la cupidité. Voir le schéma est la première étape. Le nommer est la seconde. Et la troisième, la plus difficile, est de l'interrompre consciemment, la prochaine fois qu'il essaie de se manifester. Mais voici la vérité qui peut vous libérer complètement si vous avez le courage de l'accepter. L'autosabotage n'est pas votre ennemi. C'est un messager apportant des nouvelles sur des croyances profondes que vous n'avez pas encore guéries. Chaque comportement de sabotage pointe vers une blessure spécifique. Si vous sabotez les relations professionnelles, il y a une blessure concernant la confiance ou le fait de se sentir digne de collaboration. Si vous sabotez les gains financiers, il y a une blessure concernant le mérite de l'abondance ou la responsabilité qui vient avec l'argent.
Si vous sabotez la visibilité, il y a une blessure concernant le jugement ou la sécurité d'être vu. Marc Aurèle, au sommet du pouvoir, continuait à faire un examen de conscience quotidien car il savait que même les empereurs portent des blessures non guéries qui peuvent les saboter. Il a écrit pour lui-même. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. En appliquant cela à l'auto-sabotage, vous ne pouvez pas empêcher l'impulsion de saboter d'apparaître, mais vous avez un pouvoir absolu sur le fait de suivre ou non cette impulsion. La prochaine fois que vous sentirez cette étrange force vous pousser à autodétruire votre progrès, respirez. Remerciez le sabotage d'essayer de vous protéger de la manière tordue qu'il connaît. Puis, choisissez consciemment de faire différemment. Non pas avec violence contre vous-même, mais avec une ferme gentillesse. Merci d'essayer de me protéger, mais maintenant je prends le relais. Et ensuite vous passez l'appel que vous évitiez, vous investissez là où vous hésitiez, vous demandez ce que vous craigniez de demander. Dans ce moment de choix conscient contre le schéma automatique, vous êtes réellement en train de vous libérer. Et chaque fois que vous faites cela, le schéma s'affaiblit un peu. Jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que ce comportement de sabotage n'apparaît même plus, parce que vous avez changé d'identité. Vous n'êtes plus quelqu'un qui sabote le succès. Vous êtes quelqu'un qui reconnaît le sabotage, remercie pour le message et avance vers la prospérité quand même. Alors, quel comportement d'auto-sabotage êtes-vous enfin prêt à reconnaître et à interrompre, sachant que de l'autre côté de cette interruption se trouve la version de vous qui prospère naturellement? Il existe une erreur fondamentale que la plupart des gens commettent en cherchant la prospérité, et cette erreur les maintient prisonniers dans une course sans fin. Ils croient que la richesse est une destination à atteindre. Un chiffre sur un compte bancaire, une maison plus grande, une voiture plus neuve. Alors, ils courent après ces choses comme si elles étaient la richesse elle-même, alors qu'elles ne sont que des reflets, des ombres projetées par quelque chose d'infiniment plus profond. La vraie richesse n'est pas quelque chose que vous possédez, c'est quelque chose que vous devenez. C'est un état de conscience, une fréquence d'être, une manière d'exister dans le monde qui attire la prospérité de la même manière qu'une fleur ouverte attire les abeilles, sans effort, sans désespoir, naturellement. Napoleon Hill l'a découvert en étudiant des centaines de millionnaires. Ceux qui maintenaient la richesse pensaient fondamentalement différemment de ceux qui la perdaient. Ce n'était pas une question de chance ou de meilleure stratégie. C'était une question de conscience. Ils voyaient l'abondance là où d'autres voyaient le manque. Ils percevaient l'opportunité là où d'autres voyaient la crise. Ils se sentaient méritants là où d'autres se sentaient imposteurs. Marc Aurèle, bien qu'étant empereur avec accès à des trésors incalculables, savait que la vraie richesse résidait dans la richesse intérieure. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton estimation de celle-ci, et cela tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Traduction. Vous pouvez avoir des millions et vivre dans la pauvreté mentale, anxieux, peu sûr de vous, craignant toujours de perdre. Ou vous pouvez avoir suffisamment et vivre dans l'abondance mentale, reconnaissant, confiant, certain que plus viendra parce que vous êtes devenu un aimant naturel pour la prospérité. Passons à ce que personne ne vous a dit sur le but et la richesse. On vous a appris à choisir entre faire ce que vous aimez ou gagner de l'argent, comme si c'était des chemins opposés. C'est le mensonge le plus coûteux que vous ayez jamais acheté. La vérité est que la richesse durable ne se produit que lorsque vous alignez ce que vous faites avec qui vous êtes vraiment, lorsqu'il y a congruence entre votre essence et votre expression dans le monde. Billy Graham, qui a mobilisé des fortunes à travers son ministère mais a vécu modestement, disait « Dieu ne demandera pas combien vous possédiez, mais comment vous l'avez utilisé. » Il comprenait quelque chose de crucial. Le but n'est pas de renoncer à la richesse, c'est de donner une direction
à la richesse. Lorsque vous êtes désaligné, faisant quelque chose qui paye bien mais tue lentement votre âme, vous pouvez accumuler de l'argent, mais vous ne vous sentirez jamais riche, parce que la vraie richesse inclut l'aspect de l'esprit. Elle inclut de se réveiller avec enthousiasme. Elle inclut de se coucher en sachant que votre journée a compté. Maintenant, réfléchissez honnêtement. Êtes-vous en train de construire la richesse ou juste d'accumuler de l'argent pour compenser la misère du travail que vous détestez? Parce que si c'est la deuxième option, vous êtes dans un piège doré qui se resserre à mesure que vous grandissez, Joe. Chaque augmentation de salaire vous emprisonne davantage, car maintenant vous avez plus de factures chères, plus de dépendance, plus peur de tout laisser tomber. La conscience de richesse. Véritable signifie avoir une clarté absolue sur pourquoi. Vous voulez de l'argent, pas la réponse superficielle. Pour avoir la liberté, pour voyager, pour la sécurité. Allez plus loin. Pourquoi la liberté? La liberté de faire quoi spécifiquement? De voyager où et d'expérimenter quoi? Sécurité pour qui et contre quelle peur spécifique? Lorsque vous avez cette clarté, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à courir après n'importe quelle opportunité de gagner de l'argent et commencez à attirer spécifiquement les 10 opportunités alignées sur votre bulle. Votre concentration devient laser, votre énergie se multiplie, et l'univers, ou appelez cela coïncidence, synchronicité, loi de l'attraction, conspire en votre faveur. Mais voici le paradoxe qui déroute la plupart. Plus vous courez après l'argent avec désespoir, plus il vous fuit. Plus vous vous détendez dans la certitude que vous êtes une personne qui prospère naturellement, plus il circule. Et Sénèque a observé. L'homme n'est pas troublé par les choses, mais par les visions qu'il en a. Votre vision de l'argent détermine votre relation avec lui. Si vous voyez l'argent comme rare, difficile, accessible uniquement aux chanceux ou aux malhonnêtes, vous saboterez chaque opportunité de le conquérir parce que vous croyez inconsciemment que vous ne devriez pas l'avoir. Si vous voyez l'argent comme une énergie neutre, un outil pour amplifier qui vous êtes déjà, une ressource abondante dans un univers généreux, vous l'attirerez avec facilité, car il n'y a pas de résistance interne. L'achat, équilibre intérieur. Que les stoïciens valorisaient tant n'est pas d'être indifférent au fait d'avoir ou de ne pas avoir d'argent. Il s'agit de ne pas baser votre paix intérieure sur la quantité que vous possédez maintenant. C'est savoir, avec une certitude absolue, que vous êtes bien indépendamment du solde bancaire, et paradoxalement, c'est cette certitude qui vous permet de prendre des risques calculés, de faire des investissements audacieux, de négocier avec confiance, toutes actions qui augmentent la richesse matérielle. La personne désespérée négocie mal parce qu'elle en a trop besoin. La personne équilibrée négocie magistralement car elle est prête à partir si la proposition n'est pas juste. Qui pensez-vous obtient de meilleurs résultats? Épictète. Même ayant vécu dans la pauvreté matérielle pendant des années en tant qu'esclave, a développé une richesse de conscience si profonde que des empereurs voyageaient pour l'écouter. Il a enseigné. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Il ne prônait pas la rareté volontaire. Il soulignait que l'homme qui a besoin de beaucoup pour se sentir complet est esclave de ses besoins, tandis que l'homme qui se sent complet indépendamment de ce qu'il a est libre de construire la richesse sans anxiété. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens connectent. L'équilibre intérieur n'est pas un luxe spirituel que vous recherchez après être devenu riche. C'est le fondement sur lequel la richesse durable est construite. Avez-vous déjà vu des gagnants de loterie qui détruisent leur vie en quelques années? Avez-vous déjà observé des entrepreneurs prospères qui implosent dans des addictions, des divorces, des effondrements nerveux? Ils avaient la richesse matérielle, mais une conscience de pauvreté. L'argent n'a fait qu'amplifier leurs déséquilibres internes. Chaque blessure non guérie, chaque insécurité cachée, chaque compulsion non traitée
L'argent projette une lumière intense sur toutes. C'est pourquoi tant de ceux qui conquièrent rapidement la richesse la perdent tout aussi rapidement. Ils n'ont pas développé le contenant intérieur capable de la soutenir. Marc Aurèle, entouré de luxe et de pouvoir absolu, maintenait des pratiques quotidiennes d'autoréflexion, de tempérance, de discipline, non pas parce qu'il était obsessionnel, mais parce qu'il savait que sans équilibre intérieur, le pouvoir extérieur devient poison. Vous voulez connaître le vrai test de la conscience de richesse? Observez comment vous réagissez lorsque quelqu'un de proche prospère. Si vous ressentez une inspiration sincère, une joie expansive, vous avez une conscience d'abondance, vous savez que leur succès ne diminue pas vos possibilités. Si vous ressentez de l'envie déguisée en critique, le besoin de trouver des défauts, l'impulsion de diminuer la réussite, vous opérez toujours dans une conscience de manque, croyant qu'il y a des morceaux limités de gâteau et que le succès des autres vole votre part. La tragédie est que cette conscience de manque non seulement vous rend malheureux, mais elle repousse littéralement les opportunités. Les personnes prospères sentent l'énergie du manque et s'éloignent inconsciemment. Les collaborations ne se produisent pas. Les recommandations ne viennent pas. Vous êtes piégé dans un cycle où votre conscience appauvrie crée des résultats appauvris qui renforcent la conscience appauvrie. Rompre ce cycle exige un travail intérieur, que la plupart ne sont pas prêts à faire car il est plus facile de blâmer des facteurs externes. Alors voici le chemin que peu suivent, mais qui fonctionne infailliblement. Commencez par cultiver la richesse intérieure tout en travaillant pour la richesse extérieure. N'attendez pas d'avoir des millions pour commencer à vous sentir abondant. Commencez à vous sentir abondant maintenant, avec ce que vous avez, et observez comment cela attire davantage. La dégratitude pratique, pas des platitudes vides. Chaque jour, identifiez spécifiquement 3 choses qui ont fonctionné financièrement, le café que vous pouvez vous offrir, l'eau courante qui arrive chez vous, le téléphone portable qui vous connecte au monde entier. Elles semblent triviales. Pour des milliards de personnes, ce sont des luxes inaccessibles. Lorsque vous entraînez votre conscience à ne reconnaître l'abondance déjà présente, vous reconfigurez littéralement votre cerveau pour en voir davantage. Napoleon Hill appelait cela la conscience de prospérité, une attitude mentale permanente de gratitude et d'attente positive. Billy Graham a vécu cela. Il prêchait devant des foules, mobilisait des millions, mais maintenait une vie simple, car sa richesse réelle était dans la conscience du but accompli, non dans l'accumulation. Vous pouvez commencer aujourd'hui même. Avant de dormir, au lieu de vous inquiéter de ce qui manque, listez mentalement ce qui a déjà circulé jusqu'à vous. Pas seulement l'argent, mais les opportunités, les connaissances, les relations, la santé, le temps. Sentez l'abondance déjà présente. Ensuite, à partir de l'espace de cette abondance reconnue, visualisez la prochaine couche de prospérité arriver. Non pas avec le désespoir de « j'en ai besoin », mais avec la certitude de « c'est en route, car je suis quelqu'un qui attire naturellement ». La différence de vibration entre ces deux postures est la différence entre repousser et attirer la richesse. La conscience de richesse ne garantit pas que vous n'aurez jamais de défis financiers. Elle garantit que vous les naviguerez avec sagesse au lieu de paniquer. Elle ne garantit pas que vous deviendrez milliardaire du jour au lendemain. Elle garantit que chacun de vos pas sera ascendant, construisant des fondations solides pour une prospérité durable. Alors, la question finale de ce sujet, celle qui devrait vous faire marquer une pause et regarder à l'intérieur. Si la richesse est avant tout un état de conscience, quel type de conscience avez-vous cultivé aujourd'hui? Celle de quelqu'un qui court toujours après des miettes de peur, qu'elle ne s'épuise, ou celle de quelqu'un qui sait qu'il vit dans un univers abondant et qui est juste en train d'accorder sa fréquence interne pour recevoir plus de ce qui est déjà disponible? Nous arrivons au point où la théorie rencontre la pratique, où la sagesse ancestrale se traduit en action quotidienne, où vous découvrez enfin que
L'attraction n'est pas de la magie, c'est une mécanique spirituelle précise. L'univers ne répond pas à vos désirs, il répond à votre vibration. Et la vibration n'est pas ce que vous dites vouloir, c'est ce que vous émettez à travers chaque pensée soutenue, chaque émotion cultivée, chaque action prise ou évitée. Imaginez l'univers comme un miroir quantique géant. Il ne juge pas, ne récompense pas, ne punit pas. Il te reflète simplement la fréquence que vous transmettez. Si vous vibrez le manque à travers une préoccupation constante, une plainte habituelle, une concentration obsessionnelle sur ce qui manque, l'univers vous renvoie davantage de situations qui valident ce manque. Non pas parce que vous êtes maudit, mais parce que c'est ainsi que la loi fonctionne. Napoleon Hill a passé des décennies à distiller cette vérité dans un langage accessible. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. Mais notez les deux conditions, concevoir et croire. La plupart conçoivent, rêvent de richesse, visualisent le succès, mais ne croient pas véritablement. Et le manque de croyance se révèle non pas dans les mots, mais dans les micro-actions. Dans le ton de la voix en parlant d'argent. Dans la posture corporelle, en entrant dans une réunion importante, dans l'hésitation avant de demander ce que vous valez vraiment. Marc Aurèle savait que l'alignement entre l'intention et l'action était tout. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. Traduction pour la prospérité. Arrêtez de discuter de comment attirer la richesse et commencez à vibrer comme quelqu'un qui est déjà prospère. Même si votre compte bancaire ne le reflète pas encore, parce que le reflet vient toujours après le changement de fréquence, jamais avant. Maintenant, quelque chose qui va sembler contre-intuitif, mais qui est absolument vital, vous devez apprendre à vous détacher du comment. La plupart bloquent l'abondance parce qu'ils sont obsédés par la manière spécifique dont elle doit arriver. Je ne peux gagner plus que si mon patron me promeut. Je n'aurai de sécurité que si cet investissement spécifique fonctionne. J'ai besoin que cette personne spécifique m'aide. Vous limitez l'univers infini à vos quelques scénarios finis. Sénèque a sagement observé. La chance est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Mais il n'a pas spécifié quelle est l'opportunité. Parce qu'il savait que les opportunités viennent de directions inattendues lorsque vous êtes préparé intérieurement. Votre seule responsabilité est la clarté absolue sur ce que vous voulez attirer. Plus de revenus, plus de liberté, plus d'impact, et ensuite une ouverture totale sur comment. Cela va se manifester. Ce n'est peut-être pas par votre emploi actuel. C'est peut-être par une conversation fortuite qui mène à un partenariat. C'est peut-être par une compétence dont vous ignoriez la valeur jusqu'à ce que quelqu'un la demande. Épictète, qui a transformé l'esclavage en philosophie libératrice, a enseigné. N'exige pas que les choses se produisent comme tu veux. Souhaite qu'elles se produisent comme elles se produisent, et tu prospéreras. Ce n'est pas de la passivité, c'est une stratégie spirituelle avancée. Vous définissez la direction, l'abondance. Vous faites votre part, alignez la pensée, l'émotion et l'action. Ensuite, vous relâchez le contrôle névrotique sur la forme exacte en restant alerte et réceptif aux manifestations que vous n'auriez jamais planifiées, mais qui sont parfaites. Combien de bénédictions avez-vous déjà rejetées parce qu'elles ne sont pas arrivées emballées comme vous l'aviez imaginé? Mais il existe un niveau d'attraction encore plus profond qui sépare ceux qui attirent des miettes de ceux qui attirent l'abondance réelle. Vous devez vibrer la générosité même avant d'avoir assez. Cela fait peur car cela contredit toute logique de manque. Comment puis-je donner si j'ai à peine pour moi? C'est exactement cette pensée qui est la prison. La loi de l'attraction répond à la vibration d'abondance. Et il n'y a pas de vibration plus claire d'abondance que la générosité. Je ne parle pas de donner ce que vous n'avez pas et de vous retrouver dans la misère.
Je parle de trouver des moyens de donner, du temps, des connaissances, de l'attention, de petits gestes, même lorsque vous pensez ne pas pouvoir. Napoleon Hill a découvert que tous les millionnaires qu'il a étudiés étaient stratégiquement généreux. Idiot. Pas après être devenus riches, pendant la construction de la richesse, parce qu'ils ont compris quelque chose de profond. Donner envoie un message clair au subconscient et à l'univers que vous opérez dans l'abondance, non dans le manque. Et ce que vous déclarez par des actions se manifeste toujours avec plus de pouvoir que ce que vous déclarez par des mots. Marc Aurèle, avec toutes les ressources de l'Empire romain à sa disposition, pratiquait la générosité non pas comme une charité, mais comme une philosophie de vie. Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut être bon pour l'abeille. Il comprenait que la prospérité individuelle et collective sont entrelacées. Lorsque vous aidez les autres à prospérer, vous renforcez le réseau par lequel votre propre prospérité circule. Non pas par karma mystique, mais par des connexions réelles, par une réciprocité naturelle, par une réputation construite. Alors, voici l'exercice. Aujourd'hui même, quelle que soit votre situation financière, trouvez un moyen de donner. Ce n'est pas nécessaire que ce soit de l'argent. Partagez des connaissances précieuses avec quelqu'un qui débute. Établissez une connexion entre deux personnes qui pourraient s'entraider. Donnez de votre temps de qualité à quelqu'un qui a besoin d'être écouté. Observez ce qui se passe intérieurement lorsque vous faites cela. Vous ressentirez une expansion, une légèreté, une certitude silencieuse que vous avez assez pour donner. Donc, vous avez l'abondance. Cette sensation, c'est la bonne vibration exacte qui attire plus d'abondance. Et voici la synthèse finale, la vérité qui unifie tout ce que nous avons exploré. Attirer l'abondance dans l'univers n'est pas de manipuler des forces externes, c'est de devenir intérieurement congruent avec ce que vous désirez extérieurement. C'est d'éliminer la dissonance entre qui vous êtes et ce que vous cherchez. Chaque croyance limitante que vous portez vibre à une fréquence. Chaque peur non affrontée émet une fréquence. Chaque action d'autosabotage transmet un message à l'univers. Et tant que ces fréquences conflictuelles seront actives, vous enverrez des signaux mitigés, voulant l'abondance, mais vibrant le manque. C'est comme demander à l'univers de vous livrer un colis, pendant que vous gardez toutes les portes verrouillées. Billy Graham a parfaitement résumé « Dieu nous a donné deux mains, une pour recevoir et une pour donner. » Mais j'ajouterais, avant de pouvoir recevoir d'une main, vous devez ouvrir l'autre pour donner. Avant de pouvoir attirer la richesse extérieure, vous devez cultiver la richesse intérieure. Avant de pouvoir manifester l'abondance matérielle, vous devez devenir l'abondance en conscience. Les stoïciens le savaient il y a 2000 ans. Napoleon Hill l'a redécouvert au XXe siècle, et vous êtes en train de le découvrir maintenant, à cet instant de lecture. La question n'est plus « est-ce que ça marche ?» La question est « êtes-vous prêt à faire le travail intérieur nécessaire pour devenir un aimant naturel de prospérité ?» Parce que les stratégies sont toutes là. Les outils ont été présentés. Le chemin a été cartographié. Maintenant, il ne reste qu'une chose. Vous appliquez constamment, quotidiennement, sans abandonner au premier signe de résistance. Marc Aurèle a écrit pour lui-même « L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Chaque obstacle sur votre chemin pour attirer l'abondance n'est pas un signal d'abandon. C'est une invitation à affiner votre vibration, à approfondir votre conviction, à aligner encore plus précisément vos pensées, émotions et actions. Et lorsque vous atteignez finalement cet alignement, lorsque vous pensez abondance, sentez abondance, agissez à partir de l'abondance, l'univers n'a pas d'autre choix que de vous renvoyer la réalité qui correspond à cette fréquence. Pas immédiatement, car les arbres ne poussent pas du jour au lendemain. Mais, inévitablement,
car les lois spirituelles sont aussi fiables que les lois physiques. Alors, en regardant tout ce que nous avons exploré ensemble dans ces 6 sujets, quelle est l'action concrète que vous allez entreprendre aujourd'hui pour aligner votre vibration avec l'abondance que vous souhaitez attirer, sachant que cette action, aussi petite qu'elle puisse paraître, est en train de planter des graines qui deviendront des récoltes futures? Alors nous y sommes. Vous êtes arrivé jusqu'à la fin et cela en dit long sur qui vous êtes. Vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne en cours de route. Mais maintenant arrive le moment de la vérité, celui qui sépare ceux qui ne font que consommer de l'information de ceux qui transforment l'information en manifestation. Tout ce que nous avons partagé ici, les chaînes invisibles de l'esprit, la reprogrammation des pensées, le pouvoir de la foi et de l'autosuggestion, la libération de l'auto-sabotage, la richesse comme état de conscience et les stratégies pratiques pour attirer l'abondance. Tout cela n'a de valeur que si vous faites une chose, agir. Pas demain quand les conditions seront parfaites, pas la semaine prochaine quand vous vous sentirez plus prêt. Aujourd'hui, maintenant. Parce que Marc Aurèle avait absolument raison lorsqu'il a écrit « Tu peux commencer une nouvelle vie à tout moment, c'est toujours à ta portée ». La question n'est pas de savoir si vous pouvez changer, la question est « Allez-vous le faire ?» Laissez-moi vous bousculer avec quelques questions qui devraient vous déranger si vous êtes honnête avec vous-même. Dans un an, voulez-vous regarder en arrière et réaliser que rien n'a changé, parce que vous avez continué à faire les mêmes choses, à penser les mêmes pensées, à vibrer à la même fréquence de manque? Ou voulez-vous regarder en arrière et reconnaître cet instant précis comme le point de bascule, le jour où vous avez finalement décidé de libérer votre esprit et de prendre le contrôle conscient de votre trajectoire d'abondance? Lorsque vous serez à votre dernier jour de vie, qu'est-ce qui fera le plus mal les fois où vous avez essayé et échoué, ou les fois où vous n'avez même pas essayé parce que vous aviez peur? Et la plus importante, si vous ne changez pas maintenant, après tout ce que vous avez découvert ici, quand exactement imaginez-vous que vous allez changer? Napoleon Hill a passé des décennies à étudier ce qui sépare les prospères de ceux qui luttent toute leur vie, et la conclusion était d'une simplicité dévastatrice, la décision. Ceux qui prospèrent décident qu'ils vont prospérer, puis alignent chaque pensée, chaque émotion, chaque action avec cette décision. Ceux qui luttent continuent tout qu'attendre de voir. Si cela va fonctionner, gardant un pied dedans et un pied dehors, ne s'engageant jamais totalement. Vous savez dans quel groupe vous êtes maintenant? La question est, dans quel groupe serez-vous dans 6 mois? Voici votre défi, et je veux que vous le preniez au sérieux, car c'est dans ce type d'engagement public que la transformation réelle se produit. Allez dans les commentaires maintenant, et écrivez exactement ceci. Je libère mon esprit des croyances limitantes et je choisis de vibrer l'abondance à partir d'aujourd'hui. Ne le pensez pas seulement. Écrivez-le. Il y a du pouvoir dans la déclaration publique. Il y a de la responsabilité dans la parole donnée, même à des inconnus sur Internet. Et il y a de la magie lorsque vous vous engagez non seulement envers vous-même, mais envers une communauté de personnes qui sont sur le même chemin. Après avoir écrit votre déclaration, ajoutez une phrase sur quelle des 6 stratégies de cette vidéo vous allez mettre en œuvre en premier. Allez-vous commencer par identifier vos chaînes invisibles? Allez-vous pratiquer l'autosuggestion avant de dormir? Allez-vous interrompre consciemment un schéma d'autosabotage? Soyez spécifique. Parce que la spécificité transforme l'intention vague en engagement réel. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Non pas parce que j'ai besoin d'un numéro de plus, mais parce que vous avez besoin de rappels cohérents de qui vous êtes en train de devenir. L'esprit humain a tendance à revenir aux anciens schémas. Vous avez besoin d'un renforcement régulier. Chaque semaine, nous publions du contenu qui approfondit cette sagesse stoïcienne appliquée à la prospérité, qui vous rappelle les vérités que votre esprit conditionné essaie de vous faire oublier. Aimez cette vidéo si elle a touché quelque chose de réel en vous.
pas pour moi, mais parce que l'algorithme va la montrer à quelqu'un qui est exactement là où vous étiez il y a 1 heure, quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Partagez-la avec cette personne que vous savez piéger dans la mentalité de manque, mais qui a un potentiel immense. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin est d'une étincelle de possibilité, et vous pouvez être celui qui allume cette étincelle. Billy Graham a dit quelque chose qui devrait être gravé dans l'esprit de tous ceux qui cherchent la transformation. La volonté de Dieu ne vous mènera jamais là où la grâce de Dieu ne peut vous soutenir. Traduction pour notre voyage. Si vous avez ressenti un appel intérieur en regardant cette vidéo, si quelque chose a résonné profondément, si vous avez eu ce moment de « Dieu, c'est pour moi », faites-vous confiance. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Il y a une intelligence supérieure qui opère, vous conduisant là où vous devez être. Mais cette intelligence travaille à travers votre disposition à agir, non malgré elle. Sénèque nous a rappelé « La chance est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité ». Vous venez de vous préparer. Maintenant, gardez les yeux ouverts pour les opportunités qui vont commencer à apparaître, parce qu'elles vont apparaître, à condition que vous mainteniez votre vibration alignée sur l'abondance. Alors voici ma dernière question pour vous, et je veux que vous répondiez non pas pour moi, mais pour vous-même, en toute honnêteté. Qui serez-vous dans 1 an si vous commencez aujourd'hui à appliquer ce que vous avez appris? Visualisez cette version de vous, plus confiante, plus prospère, plus alignée, plus libre. Cette personne attend de l'autre côté de votre décision de libérer votre esprit. Épictète, qui a transformé l'esclavage physique en liberté philosophique, a prouvé que les chaînes externes ne sont rien comparées aux chaînes mentales. Il a brisé les chaînes internes et est devenu l'un des hommes les plus libres qui ait jamais vécu. Vous avez la même capacité, le même choix, le même moment de décision devant vous. Marc Aurèle, au sommet du pouvoir impérial, continuait à faire un examen de conscience quotidien car il savait que la transformation n'est pas un événement unique, c'est une pratique constante. Commencez aujourd'hui, continuez demain, persistez quand cela devient difficile. Et un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que ce moment où vous avez décidé de libérer votre esprit a été le moment où tout a changé. L'abondance vous attend. Non pas là-bas, quelque part de distant, ici, dans la fréquence que vous choisissez d'émettre. Choisissez sagement. Agissez constamment. Prospérez inévitablement. On se voit dans la prochaine vidéo, où nous continuerons ce voyage de sagesse et de prospérité. D'ici là, gardez votre esprit libre et votre vibration élevée.